C'est vrai qu'on peut vraiment se dire qu'est-ce que j'allais faire comme anthropologue à Carthage. Ben, j'étais un peu coincé entre les gens qui me refusaient intellectuellement en disant écoutez, vous n'allez pas analyser une ville, puis les autres qui me disaient que c'était une grâce ou que ça allait être il fallait que je poursuive envers et contre tout mes recherches là-bas, sur le terrain. Qu'est-ce que j'allais faire alors même que moi-même, finalement, j'étais étourdi de références concernant l'histoire lointaine et l'Antiquité, et, et peut-être la seule légitimité scientifique était celle de faire un travail ethnographique sur place, dans des conditions assez dures quand même. Parce que quand j'ai commencé à travailler effectivement sur le terrain à Carthage, ben, c'est 2006-2007. Et ça va se terminer une petite dizaine d'années après, mais, où je suis allé épisodiquement, puisque de plus en plus, moi j'avais mes cours, j'avais mes recherches, j'avais la revue. Donc il fallait que je consacre un peu de temps simplement à Carthage. Et de façon spontanée, c'était les lectures sur l'Antiquité qui revenaient et pas des études plus contemporaines et pas l'intention d'aller rencontrer les gens. Les années sur lesquelles je travaille, enfin pendant lesquelles je travaille en Tunisie, c'est quand même des années qui sont très dures sur le plan politique en Tunisie. C'est la fin progressive du régime Ben Ali. Et je peux vous dire qu'à chaque quartier, ou chaque carrefour de la ville de Carthage, il y avait des inspecteurs avec des petits écouteurs et en tenue civile. Bref, il y avait une chape de plomb et c'était pas facile de faire de l'ethnographie. Surtout de faire de l'ethnographie à Carthage, parce que Carthage, c'était pour les Tunisiens le lieu, du pouvoir. Tunis, c'est la capitale, mais Carthage, c'est l'endroit où se trouve le palais présidentiel depuis le fondateur de la Tunisie moderne, Habib Bourguiba, qui installe son palais à Carthage, parce que Carthage était plus connu que Tunis. Et, et puis alors, le président Ben Ali qui suit. Et donc c'était un sujet, il faut l'avouer, casse-gueule et extrêmement délicat. Qu'est-ce que je voulais faire à Carthage? euh, Il y a d'abord l'aspect mémoriel proprement dit, qui légitimait ma venue, entre parenthèses. Cet aspect mémoriel est absolument fascinant. Il ne pousse pas à l'ethnographie, on pourra y revenir, mais néanmoins à une approche urbaine, du fait urbain. 3000 ans d'histoire. Carthage, c'est probablement d'abord quelques tribus berbères semi-nomades qui se trouvent là sur les rivages, des gens qui sont fréquentés par les Phéniciens, vous savez, ces navigateurs en mer Méditerranée, c'est ces gens qui ont été jusqu'au Cameroun ou jusqu'à l'Angleterre, donc ces grands navigateurs qui font du commerce avec les Berbères et puis qui installent peu à peu, sous la pression de concurrents directs, les Grecs, et sur la pression de ce qui se passe en Phénicie, c'est-à-dire des invasions de cette terre qui est actuellement le Liban, entre parenthèses, des invasions perses et des invasions babyloniennes, donc les grandes puissances intérieures du Moyen-Orient. Ces gens cherchent à sécuriser leurs circuits commerciaux. Et ils fondent à Carthage, qui est un lieu apparemment stratégique, potentiel sur le plan géographique. Il est situé, entre parenthèses, au cœur de la Méditerranée. Et donc, c'est un lieu qui sera stratégique non seulement pour les Phéniciens, mais pour tous les peuples qui vont se succéder après les Phéniciens. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire quelque part dans une recherche scientifique. Ça, c'est un élément. Je vais à Carthage parce qu'il y a un peuple qui, il y a très longtemps, a bâti quelque chose pour des raisons humaines,
liées à leur stratégie commerciale, à leur stratégie de défense et autres. Ce peuple phénicien qui allait devenir carthaginois, ou qui était vu par les Romains comme punique, c'est l'expression latine de phénicien, eh bien, ce peuple va connaître des déboires à travers les grandes guerres puniques, les 3 guerres entre Rome et Carthage. Finalement, Rome détruit Carthage, mais à tout jamais dans son intention de départ. Or, Rome va très vite sentir la nécessité d'établir une base solide sur le continent africain, et notamment dans le cadre des guerres entre Pompée et César. César va, ce sont des guerres qui touchent aussi bien le continent européen que le continent nord-africain, et depuis l'Égypte jusqu'à la Tunisie. Eh bien, lors d'un de ses déplacements dans ce coin, César voit Carthage et se dit il faut refonder une colonie. Donc voilà donc une vision romaine qui s'empare de l'endroit. La colonie, César va être assassiné, il n'aura pas le temps de la fonder, mais c'est très important ceci, aussi bien pour les historiens que pour les gens de culture générale, que pour les anthropologues. Il se passe quelque chose. Les Romains mettent le pied sur une terre qu'ils avaient condamnée, et ils la récupèrent. Les Romains sont des conquérants, mais ce sont des gens qui, vis-à-vis des forces occultes, prennent des précautions. Ils vont prendre toutes les précautions en rebaptisant Carthage pour ramener à Carthage tous les dieux de Carthage. Quand ils avaient détruit la Carthage phénicienne, ils avaient invité ces dieux à Rome. Ils se reprennent pied à Carthage, ils réinvitent les dieux. Oui, mais les dieux vont se reloger là où ils étaient avant. Et donc, d'une certaine manière, à travers ces décisions politiques, il y a une Carthage nouvelle qui émerge, mais qui a un lien avec l'ancienne. Un lien qui est topographique. On va le voir dans les fouilles récentes. Mais qui n'est pas que topographique, parce que, idéologiquement parlant, les Romains doivent se justifier. Et c'est Homère qui est un ami d'Auguste, le premier empereur romain, qui est un fils adoptif de César. Eh bien, c'est Auguste qui relance la machine pour construire Carthage, et c'est Homère qui, d'une certaine manière, ce poète qui a parlé de l'Iliade et de l'Odyssée, et qui a notamment parlé d'Énée, le fondateur mythique de Rome, qui quitte Troie, eh bien, Énée va commettre un travers, une distorsion de l'histoire réelle. Il va dire que la fondatrice effective de Carthage, c'est une femme. C'est la reine Élisabidon, fille d'un roi de Tyr en Phénicie. Eh bien, il va dire que cette reine, qui fait un acte que les Romains ne peuvent pas comprendre ni accepter, parce que normalement, ce sont les hommes qui font les actes bâtisseurs. Or, voilà qu'à travers la tradition grecque plus ancienne, on sait que Carthage est bâtie par une femme, Élisa Didon. Et comme les Romains reprennent pied à Carthage, il n'est pas question de se soumettre à l'ancienne civilisation. Dès lors, Homère soumet Hélène par les liens d'un amour fou à Énée, qui n'est jamais venu à Carthage, mais comme par hasard serait passé par là avant d'aller fonder Rome. C'est donc déjà toute une entreprise que l'histoire peut raconter, mais que l'anthropologue peut apprécier, parce que tout à fait franchement, on entre dans la densité de la rencontre entre des cultures différentes qui négocient de façon ou d'une autre des développements urbains et de civilisation. Alors, Rome à son tour va être liquidée. Carthage va être détruite par des Vandales. Les Byzantins, qui sont les Romains d'Orient autour de Byzance, qui sera la future Istanbul, ces Byzantins viennent à leur tour, mais on a quitté depuis longtemps alors la Rome païenne et la Carthage païenne pour une Rome et une Carthage chrétienne. Et donc des personnages nouveaux apparaissent. Saint Augustin va passer par là. Puis les Arabes vont arriver. Les Arabes vont non pas détruire Carthage, mais prendre d'assaut la ville. Et ils vont
monter petit à petit comme capitale une ville qui n'était que la périphérie de Carthage pendant des siècles. C'est la ville de Tunis qui devient leur capitale. Et donc Carthage est délaissée, peu à peu elle va être une ville de plus en plus ruinée. Ce n'est plus la ville ruinée des Phéniciens, mais c'est la ville ruinée des Romains et des Byzantins. C'est la carrière, non seulement pour Tunis, mais pour pratiquement toutes les grandes villes d'Italie, d'Espagne et de l'Occident méditerranéen. Et donc, cette Carthage-là, eh bien, elle va se désagréger progressivement. Et au Moyen-Âge, on a un nouveau personnage pour les Occidentaux, en tout cas, qui est important. C'est Saint Louis qui vient faire une croisade en Tunisie et qui va mourir au pied des murailles de Tunis, plus exactement là où les croisés ont établi leur camp, c'est-à-dire à Carthage. Et vous vous rendez compte, les Phéniciens avec Hannibal et les autres, avec Élisa Didon, les Romains avec Jules César, et puis Énée, et puis ensuite les chrétiens avec Saint Augustin, et puis Saint Louis, vous pouvez bien vous rendre compte que ce lieu est un lieu qui peut être une référence extraordinaire pour de très nombreuses personnes. Et puis lorsque les Français vont prendre pied en Afrique du Nord après la conquête de l'Algérie, ils viennent en Tunisie, la conquête d'Alger c'est 1830, c'est une conquête qui se fait dans le sang et donc qui ne laisse pas indemnes les voisins. À l'époque, la Tunisie est ottomane, c'est-à-dire turque, et donc c'est un représentant du bey d'Istanbul qui se trouve là. Lui a peur, littéralement, a peur que les Français ne mangent Tunis et la Tunisie de la même manière qu'ils ne l'ont fait en Algérie. Et donc il va pactiser avec les Français, il va leur permettre notamment d'établir un protectorat, et avant ça, il va leur donner une petite parcelle de Carthage, là où il est présumé que Saint-Louis est mort. Et cette petite parcelle, étonnamment, elle se déroule sur un des sommets du tissu urbain. Et ce sommet, c'est comme par hasard l'endroit où le Colisée romain a été bâti lorsque la ville a été reconstruite par les Romains, mais c'est aussi l'endroit où auparavant se sont retrouvés les derniers défenseurs de la Carthage phénicienne. Et donc, sur le plan mémoriel, c'est extraordinaire. Et les Français reprennent pied là-dedans. Alors, les Français, avec leur protectorat, font venir une administration, mais les gens de cette administration et les commerçants qui suivent ne cherchent pas à s'établir à Carthage. Ils s'établissent plutôt à Tunis. Et à côté de la Médina de Tunis se développe une ville européenne, comme ça s'est déroulé dans différents autres endroits. Là, on est plus proche de l'anthropologie urbaine. De nombreux anthropologues ont évoqué ces choses-là. Et Carthage, Carthage est livré d'une certaine manière non pas à Saint-Louis, mais à Saint-Augustin, oserais-je dire. Ce sont les autorités religieuses catholiques qui accompagnent le protectorat français, qui vont reprendre en main la destinée de cette ville qui n'est plus, à cette époque, que des champs de culture, qu'un véritable désert. Les photos de la fin du XIXe siècle ne montrent pas une Carthage urbaine, mais des champs à perte de vue et quelques petits morceaux de ruines à gauche, à droite. C'est le cardinal Lavigerie qui va fonder les Pères Blancs, qui est archevêque d'Alger, qui va prendre en main la destinée de Carthage. Et en tant que tel, c'est tout à fait intéressant, notamment dans la reconstitution d'un tissu pré-urbain à Carthage, qui est toujours là aujourd'hui et qui accueille le tissu plus urbain actuel. Et à cet endroit, qu'est-ce que les Pères Blancs, à travers la Virgie, ont voulu faire? Eh bien, c'est reprendre le terrain. Reprendre le terrain. Et alors, de deux manières. Carthage, c'est à l'époque où les Pères Blancs s'installent, c'est du vide, ce sont des champs. Mais ce ne sont pas des champs dans une plaine uniforme, ce sont des champs là où il y a des collines, où il y a un promontoire, etc. Et pour asseoir
l'identité chrétienne du lieu, la Vigerie Les Pères Blancs rachète à partir de ce lieu où Saint Louis était mort et lieu qui avait été donné à la France, rachète peu à peu aux Tunisiens eux-mêmes des parcelles de terre où ils installent une cathédrale, un hôpital, un scholastica, bref, des écoles, bref, toute une série d'éléments qui sont très visibles, car en hauteur, très visibles depuis la Méditerranée comme depuis l'intérieur des terres. Et donc, c'est le premier élément. Mais il faut bien vous dire qu'entre la mer et le sommet où sont installés les immeubles catholiques, il n'y a rien. Et la Vigerie et les Pères Blancs vont petit à petit développer une politique d'installation sur la partie des promontoires qui donnent sur la Méditerranée. Elle donne sur la Méditerranée, c'est-à-dire qu'elle donne sur un très beau paysage, le golfe de Tunis, le Cap Bon en face, où il y a un ancien volcan appelé le Boucornine. C'est une région absolument superbe à valoriser sur le plan touristique, et où s'installent évidemment des Français qui proviennent de Tunis et où ils ont établi leur maison d'hiver, on va dire, dans cette nouvelle ville européenne, mais une ville européenne qui n'est pas vivable en été, il fait trop chaud, c'est lourd, et donc ils vont plutôt bénéficier d'un climat méditerranéen légèrement ventilé sur cette face de Carthage. Bref, Carthage se développe à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, par cette population européenne qui s'installe des hauteurs vers petit à petit les bords de mer. Au bord de mer, il y a encore quelques palais de l'époque ottomane, parce que les Ottomans, comme les Français, souffraient en été à Tunis et donc installaient des palais. Il y a le palais du Dey de Tunis qui se trouve là. Il y a d'autres palais de lieutenants, de généraux, un peu dans toute la péninsule sur laquelle l'ancienne ville phénico-romaine, on va dire, était installée. Donc, on a là des clés de compréhension. Alors, les Tunisiens eux-mêmes, ils sont où à cette époque, les Tunisiens se retrouvent à l'arrière-pays, sur des collines aussi, mais cachés par rapport à la mer Méditerranée. C'est un endroit immense qui est constitué de citernes qui étaient des réservoirs pour la ville romaine de Carthage. Mais imaginez-vous des sillons préservés par des arcades et sur une centaine de mètres. Et vous avez alors là, en partie, des sillons qui ont conservé leur eau, et dans d'autres endroits, plus rien. Et il y a, entre parenthèses, des gens que j'ai vus à Carthage quand j'étais tout petit, des berbères des nomades qui remontaient du sud tunisien et qui venaient s'installer avec leurs animaux dans ces restes de citernes. Mais dans certaines de ces citernes, et surtout directement autour des citernes, les citernes c'est l'eau, et donc c'est utile pour s'installer, et bien autour de ces citernes, il y avait toute une série de populations arabophones qui étaient installées et qui souvent étaient des populations de serviteurs, de valets, d'auxiliaires de l'administration française sur le beau côté de Carthage. Puis petit à petit, certains de ces Tunisiens se sont affranchis de ce statut et ont pu eux-mêmes s'insérer dans le tissu des installations, on va dire, occidentales. Donc, c'est d'ailleurs là où moi j'ai atterri avec mes parents, dans cette zone qui donnait sur le golfe de Tunis, c'est là que j'atterris, et donc c'est une zone qui me parle. Elle reste très préservée à l'époque où je reprends pied en Tunisie pour faire des études urbaines, si ce n'est que les pavillons se sont multipliés et que l'on a là toute la néo-bourgeoisie tunisienne et les proches du président qui se sont installés. Les Européens, sauf les ambassades, ont disparu, mais la haute bourgeoisie, les proches du pouvoir sont présents. Donc c'est effectivement une zone où il est très difficile de s'installer pour développer un intérêt. Alors qu'est-ce que le chercheur peut trouver comme intérêt ? Moi c'est très clair. Mon intérêt,
en disant je vais faire de l'anthropologie mémorielle en Tunisie, c'était pouvoir rafistoler un petit peu tous ces liens entre personnages qui s'étaient succédés au fil des siècles, ces civilisations différentes qui s'étaient succédées au fil des siècles, et qui d'une certaine manière interrogeaient autant le milieu arabo-musulman de l'Afrique du Nord que les milieux européens. Carthage, c'était une ville méditerranéenne avec partage, tout comme d'autres sites méditerranéens, partage d'une mémoire mémorielle. Et ça, il y avait quand même des discours en Tunisie qui étaient très porteurs parce que le gouvernement tunisien lui-même, aussi bien à l'époque de Bourguiba et surtout à l'époque de Ben Ali, était un gouvernement qui prônait une identité arabo-musulmane effective pour la Tunisie, mais en même temps prônait le dialogue interculturel, notamment avec tous ces gens qui amenaient des touristes, qui amenaient de l'argent vers la Tunisie, les coopérants, les États aussi, d'où venaient ces coopérants, etc. Et donc il y avait un autre pan mémoriel pour l'État tunisien, c'était celui de dire que toutes ces civilisations qui avaient précédé la période arabo-musulmane constituaient une part de l'identité du peuple tunisien actuel. Donc j'étais ramené à l'actualité à travers une ville dont je voulais faire l'anthropologie urbaine, et tout en même temps, je pouvais négocier et justifier cet intérêt pour la très longue durée. Alors j'aurais pu solliciter faire comme d'autres anthropologues de l'urbain en Europe même, c'est-à-dire non pas étudier l'histoire pour l'histoire, ça c'était ma déviation quasi spontanée, mais étudier l'histoire pour ce qu'elle était vécue et retenue par les populations contemporaines. J'aurais pu faire ça. Alors il est assez clair que je vais rencontrer des gens qui sont des gens contemporains et qui évoquent ces périodes antérieures ou qui vont, disons, avoir un intérêt quelconque pour Carthage. Alors, moi, le développement de mon anthropologie urbaine, c'était un développement d'interrogation par rapport à la longue durée et par rapport à ces emboîtements de civilisations successives. Et puis c'était, comme les autres anthropologues européens, dans l'urbain, effectivement voir ce qu'il restait de l'histoire chez les contemporains. Alors ce qui restait de l'histoire chez les contemporains, c'était étudier des pratiques culturelles, mais pratiquer aussi des discours, étudier aussi des métiers. Des gens qui étaient archéologues, par exemple, qui faisaient partie de la société tunisienne comme archéologues, qui travaillaient à Tunis, à l'université, etc. Et donc j'avais ces gens-là, comme j'avais des gens de milieux très différents, beaucoup plus humbles, qui avaient vécu à Carthage, disons, accompagnaient les touristes, gardaient les sites, ou bien participaient à des fouilles, notamment belges, allemandes, françaises, sur le site de Carthage. Donc j'avais un certain monde diversifié, ce n'était pas tous les gens de Carthage, mais enfin c'était un monde qui était cohérent par rapport à ma lignée de longue durée, c'était des gens qui étaient liés à l'histoire. Et effectivement, j'ai eu accès à des histoires absolument extraordinaires. Pensez, ces gens arabo-musulmans qui sont d'abord logés, dont les familles sont d'abord logées dans les citernes ou autour des citernes, derrière ce qui comptait à Carthage au XIXe siècle, et puis qui petit à petit vont prendre place à l'intérieur du nouveau tissu urbain carthaginois. Et donc ces gens anciens facteurs par exemple, ou des gens dont les fils étaient devenus des gens qui comptaient en Tunisie, mais des gens qui n'avaient pas eu une ouverture éducative très élaborée par rapport à tout ce passé, ils retenaient de ce passé différentes choses. Et alors ils retenaient des choses intéressantes. C'était par exemple le parallèle qu'ils pouvaient faire entre cette Élisa Didon carthaginoise qui était morte immolée, elle s'était immolée sur un bûcher pour éviter aux prétentions
matrimoniale d'un prince berbère, mais ce faisant, elle garantissait l'indépendance à la ville de Carthage et donc aux Phéniciens qui s'y trouvaient. Euh, c'était pour ce Tunisien, tel Tunisien par exemple pour moi, ben, il racontait ça à sa manière et puis il disait mais on a une sainte en Tunisie qui est la fille de Sidi Bou Saïd, un soufi qui avait vécu à Sidi Bou Saïd, l'actuel petit village très touristique aux abords de Carthage, et qui est un lieu qui a été religieux fermé à l'univers occidental, jusqu'y compris l'époque du protectorat français. Et donc c'était là un rapport. La fille de Sidi Bou Saïd qui veut échapper à un mariage qui est imposé par son père et qui va mourir noyé là où son marabout est actuellement bâti à Carthage et fréquenté par toute une série de gens qui viennent y chercher la guérison. Donc, vous voyez, là encore, des rencontres entre le lointain passé et la partie contemporaine. Et puis aussi des rencontres plus naïves et peut-être plus désolantes. C'est le fait que pour cette bourgeoisie nouvelle qui s'installe à Carthage, la marque extérieure de richesse et la marque extérieure de la culture, c'est évidemment jouer comme si on avait des palais, comme si on vivait dans des palais. Donc on a une abondance de palais ou de villas qui arborent des colonnes corinthiennes, doriques et autres. Et donc c'est ça Carthage. Carthage, c'est aussi des noms de rues qui évoquent Homère, qui évoquent les dieux antiques en mosaïque, par exemple. Donc, mais c'est aussi des, des pratiques destructrices, comme par exemple des recherches archéologiques qui sont subitement, d'un soir au lendemain, arrêtées par le fait que telle personne qui devait subir dans son dopinter une fouille de sauvetage fait couler un béton sur les fouilles qui viennent d'être réalisées et c'est la destruction d'une mémoire subitement. C'est tout ça qui faisait dire à ce guide tunisien, tu dois continuer tes recherches sur place, etc. Bon, le jeu actuel, c'est que les recherches ont dû être arrêtées à un moment donné parce qu'il n'était plus possible pour moi d'avoir des interlocuteurs euh, libres de leur mouvement dans cette région à la fin du régime Ben Ali. Et puis depuis lors, je n'y suis pas retourné, mais c'est un univers qui me passionne et j'y retournerai vraisemblablement un jour. Mais il y avait de toute façon pour les étudiants bien d'autres choses qui pouvaient accompagner mes enseignements sur l'anthropologie de la mémoire. Et notamment un site qui avait été pour moi, enfin pour ma famille, un lieu important, c'est le site de Waterloo.